Le 8 mai 1945, lorsque le Troisième Reich signa sa capitulation, des milliers de soldats allemands partageaient la tranchée avec des hommes qui portaient un uniforme presque identique au leur, mais qui répondaient à une chaîne de commandement différente, à une idéologie plus radicale et à un chef qui n'était aucun général de la Wehrmacht, mais Heinrich Himmler. Pendant 6 années de guerre, l'armée régulière allemande et les Waffen-SS combattirent côte à côte en Pologne, en France, dans les Balkans, en Afrique du Nord et surtout dans l'immensité du front oriental. Sur le papier, elles formaient un seul camp, avec le même hymne, le même drapeau et le même ennemi. Dans la pratique, elles constituaient 2 forces armées parallèles, avec des écoles d'officiers distinctes, avec des critères de recrutement distincts, avec leur propre système judiciaire et avec une méfiance mutuelle qui, dans certains épisodes, ressembla davantage à une rivalité interne qu'à une alliance militaire coordonnée. Des généraux comme Heinz Guderian, Erich von Manstein ou Gerd von Rundstedt laissèrent trace dans leurs mémoires et leurs correspondances privées d'un mépris qui se dissimulait rarement hors du front. Ils décrivaient leurs homologues des SS comme des combattants courageux mais dépourvus de formation tactique, prêts à sacrifier des vies pour atteindre un objectif de prestige politique plutôt qu'un objectif militairement rationnel. Les commandants des SS, de leur côté, considéraient le corps des officiers du Heer comme une aristocratie dépassée, attachée à un code d'honneur du siècle précédent et insuffisamment engagée dans la cause nationale-socialiste qu'elle disait servir. Cette fracture ne fut pas un détail anecdotique de la guerre, mais l'une de ces tensions internes les plus persistantes, alimentée de manière délibérée par Adolf Hitler comme mécanisme de contrôle sur des forces armées traditionnelles dont il ne finit jamais par se fier entièrement, même dans les moments de plus grand succès militaire conjoint. Derrière cet antagonisme demeurent des chapitres que les historiens discutent encore. Jusqu'à quel point l'inimitié fut authentique ou fut exagérée après la guerre pour disculper l'armée régulière des crimes commis à l'Est, quels généraux savaient réellement ce qui se passait à l'arrière de leur propre division et qui donna l'ordre concret dans certains des massacres les plus sanglants attribués aux SS, mais exécutés avec la complicité logistique d'unités du R. Reconstruire cette histoire exige de séparer la propagande d'après-guerre de la documentation vérifiable et d'observer comment une structure de pouvoir conçue pour diviser finit par produire, sur le front de bataille, des frictions qui coûtèrent des vies allemandes avant même que l'ennemi ne tire un seul coup de feu. L'origine de la méfiance est la nuit des longs couteaux. Lorsque Hitler arriva au pouvoir en janvier 1933, la Reichswehr, l'armée professionnelle limitée à 100 000 hommes par le traité de Versailles, nourrissait déjà des soupçons envers le mouvement nazi. Ces généraux provenaient pour la plupart de familles aristocratiques prussiennes, avaient été formés dans une tradition militaire séculaire et considéraient le Parti national-socialiste comme une force populacière, utile pour réarmer l'Allemagne mais dangereuse si on lui permettait de contrôler l'armée. La Schutzstaffel, fondée en 1925 comme escorte personnelle de Hitler au sein des Sturmabteilung, ne représentait alors aucune menace militaire. C'était un corps réduit, d'à peine quelques centaines d'hommes sélectionnés pour leur taille, leur loyauté et leur apparence physique, consacrés à la protection des dirigeants du parti lors d'actes publics. La véritable menace pour la Reichswehr durant ces premières années était la SA, les chemises brunes d'Ernst Röhm, qui vers 1934 comptait plus de 3 millions d'affiliés et aspirait ouvertement à fusionner avec l'armée régulière ou même à la remplacer comme force armée principale du nouvel État. Röhm alla jusqu'à proposer publiquement qu'il assume lui-même le ministère de la guerre, une idée que le général Werner von Blomberg et le reste de l'état-major considérèrent comme inacceptable. Les généraux firent pression sur Hitler pour neutraliser cette milice paramilitaire, et Hitler trouva en Himmler et dans sa SS, encore formellement subordonnée à la SA, l'instrument parfait pour résoudre le conflit sans affronter directement l'armée. La décision qu'il prit durant l'été 1934 modifierait pour toujours l'équilibre du pouvoir au sein du régime et sèmerait, sans que presque personne ne s'en aperçoive à ce moment-là, la graine de la rivalité qui marquerait toute la guerre qui viendrait ensuite. Entre le 30 juin et le 2 juillet 1934, des escadrons de la SS exécutèrent Röhm et plusieurs dizaines de hauts commandants de la SA, en plus d'anciens opposants politiques et de rivaux personnels de Hitler au sein du propre parti. Parmi eux, l'ancien chancelier Kurt von Schleicher, assassiné à son domicile avec son épouse.
L'opération, connue sous le nom de Nuit des longs couteaux, bénéficia du soutien explicite du sommet de la Reichswehr, qui vit éliminer d'un seul coup l'organisation paramilitaire qu'elle craignait le plus. En échange du silence complice de l'armée, Hitler obtint quelques semaines plus tard le serment de loyauté personnelle de tous ses officiers et soldats, ainsi que la garantie formelle que la Reichswehr conserverait le monopole de l'usage de l'armement lourd à l'intérieur de l'Allemagne. Ce que les généraux ne calculèrent pas, c'est qu'en éliminant la SA, ils avaient dégagé le chemin pour que la SS, jusque-là une force marginale au sein même du mouvement nazi, occupe ce vide de pouvoir. Himmler profita du prestige nouvellement acquis après la purge pour étendre son organisation à un rythme vertigineux, en incorporant la direction de la police politique prussienne et, peu après, celle de toute la police du Reich. En quelques années, la SS passa d'escorte de caserne à appareil de sécurité de l'État, avec la Gestapo, le système de camps de concentration et un corps armé propre sous son contrôle direct. La Reichswehr avait aidé à créer, sans se le proposer entièrement, une seconde force à capacité militaire croissante qui ne répondait pas au ministère de la guerre, mais à Himmler et, à travers lui, uniquement à Hitler. Le malaise des généraux ne tarda pas à se manifester, bien que pendant plusieurs années, il se limita à des frictions administratives pour la répartition du budget, des casernes et des premiers contingents de recrues que les deux organisations se disputaient dans les mêmes bureaux d'enrôlement. À partir d'unités comme la SS-Verfügungstruppe, formée de bataillons d'élite idéologique, et les Totenkopfverbände, recrutés à l'origine parmi le personnel chargé de surveiller les camps de concentration, Himmler construisit durant la seconde moitié des années 30 une force armée à vocation de combat régulier qui recevrait en 1940 le nom officiel de Waffen-SS. L'état-major de l'armée s'opposa dès le début à ce que cette force reçoive un entraînement militaire comparable à celui des divisions régulières, en alléguant devant le ministère de la Guerre que la SS devait se limiter à des fonctions policières internes et de sécurité de l'arrière. Hitler trancha le litige en faveur de Himmler à plusieurs reprises, autorisant que la Waffen-SS dispose progressivement de sa propre artillerie, d'unités blindées et, vers la fin de la guerre, même de corps d'armée complets sous commandement exclusif des SS, une progression qu'en 1939 personnes dans le Heer ne considéraient encore comme concevable. Pour les officiers de l'armée, cette décision confirmait un schéma qui se répéterait pendant tout le conflit. Chaque fois qu'un conflit de compétences surgissait entre la Wehrmacht et les SS, Hitler favorisait la seconde, non pour des mérites militaires démontrés, mais parce qu'il considérait les SS comme une garantie de loyauté politique que l'armée, avec sa tradition aristocratique et son indépendance de jugement professionnel, ne pourrait jamais lui offrir de la même manière. Himmler lui-même, sans expérience de commandement de combat préalable à la guerre, supervisait personnellement l'expansion de divisions entières, une circonstance que des généraux de carrière avec des décennies de service considéraient comme un affront professionnel direct. Cette perception de favoritisme systématique, plus que n'importe quelle bataille concrète, fut le combustible permanent du ressentiment militaire envers l'organisation de Himmler pendant toute la durée du conflit, et elle demeura constante même lorsque les deux forces dépendaient de plus en plus l'une de l'autre pour survivre sur le même front. Deux forces antagonistes. La formation des officiers reflétait avec netteté le fossé entre les deux forces. L'armée régulière sélectionnait ses futurs commandants dans des académies comme celle de Groß-Lichterfeld, où l'admission dépendait d'un examen rigoureux, de recommandations d'officiers supérieurs et, pendant des générations, d'une origine sociale qui favorisait la noblesse terrienne prussienne. Le programme d'études comprenait l'histoire militaire, la logistique, les langues et 3 années d'instruction avant d'obtenir le grade de lieutenant. Les écoles d'officiers des SS, installées à Bad Tölz et à Braunschweig, condensaient la formation tactique dans des programmes beaucoup plus courts et accordaient un poids explicite à l'instruction idéologique raciale, aux épreuves de résistance physique extrême et à la démonstration de fanatisme combatif comme critère de promotion, au-dessus dans de nombreux cas de la maîtrise de la planification opérationnelle enseignée dans les académies du Heer. Cette différence se traduisait sur le champ de bataille par des styles de commandement opposés. Les officiers du Heer privilégiaient la manœuvre, l'économie des pertes propres et l'adaptation de l'ordre reçu aux circonstances réelles du terrain, une tradition connue sous le nom d'Auftragstaktik
qui déléguait au commandement intermédiaire la manière concrète d'accomplir un objectif. Les commandants de la Waffen-SS, en revanche, tendaient à interpréter tout ordre de Hitler ou de Himmler comme une directive qui devait être exécutée de manière littérale et immédiate, même lorsque les conditions tactiques conseillaient le contraire. Des généraux de l'armée qui coordonnèrent des opérations conjointes décrivirent cette rigidité comme une source constante de friction, puisqu'une unité des SS pouvait lancer une attaque frontale contre une position fortifiée simplement parce que l'ordre original l'indiquait, sans consulter de variante avec le commandement du corps d'armée auquel elle était en théorie subordonnée ce jour-là. Les différences entre les deux forces devenaient visibles même dans l'uniforme. L'armée conservait ses insignes traditionnels, l'aigle impérial et la croix de fer héritée des générations précédentes, tandis que la Waffen-SS développa tout un système d'insignes propres, avec les doubles runes de la victoire au col et la tête de mort des Totenkopfverbände comme emblème divisionnaire, des symboles que les officiers du Heer formés dans une tradition militaire séculaire considéraient plus proches du théâtre politique que de la profession des armes. Les SS, en outre, utilisaient une échelle de grade complètement différente de celle de l'armée, avec des dénominations comme Oberführer ou Gruppenführer qui n'avaient pas d'équivalence automatique dans la hiérarchie militaire régulière, ce qui obligeait, lors d'opérations conjointes, à négocier au cas par cas l'ancienneté relative entre officiers des deux structures, une source constante de malentendus protocolaires dans les quartiers généraux partagés. À cette différence symbolique s'ajoutait une exigence bureaucratique que l'armée n'imposait pas à ses officiers. Les SS exigeaient de leurs candidats des certificats généalogiques connus sous le nom d'Ahnenpass, attestant l'absence d'ancêtres juifs jusqu'à plusieurs générations en arrière comme condition préalable à l'admission. Les officiers du Heer, habitués à un système d'admission fondé sur les mérites académiques et militaires, voyaient cette exigence avec un scepticisme qu'ils exprimèrent parfois dans leur correspondance privée comme une intrusion pseudo-scientifique dans un domaine qui, selon eux, devait être régi uniquement par la compétence professionnelle. Cette combinaison de symbolique propre, de hiérarchie parallèle et de critères de sélection étrangers à la méritocratie militaire traditionnelle renforçait chez les officiers de l'armée le sentiment que la Waffen-SS n'était pas une branche de plus des forces armées allemandes, mais une organisation d'une nature différente qui partageait simplement avec eux le même champ de bataille. Au-delà du champ de bataille, les deux organisations disposaient de systèmes judiciaires propres qui renforçaient le sentiment qu'elles jouaient selon des règles différentes. La Wehrmacht maintenait ses propres tribunaux militaires, régis par un code de justice castreint relativement homogène, qui pouvait condamner ses officiers pour des délits communs, désertion ou conduite indue envers la population civile, bien qu'en pratique elle appliquât ce code avec une extrême dureté envers sa propre troupe et une indulgence notable envers les crimes contre les civils soviétiques ou polonais. Les SS, en revanche, disposaient depuis 1939 de tribunaux SS et de police propres, complètement indépendants de la justice militaire régulière, qui jugèrent leurs membres conformément à un code disciplinaire interne beaucoup plus permissif à l'égard de la violence contre les prisonniers et la population civile, considérée comme ennemie raciale. Cette duplicité judiciaire généra des frictions documentées lorsque des officiers de l'armée tentèrent, sans succès, de faire en sorte que les tribunaux militaires réguliers assument la juridiction sur des crimes commis par des soldats des SS dans des zones placées sous commandement opérationnel du Heer. Dans au moins un cas mentionné par des historiens, un procureur militaire de l'armée qui tenta de poursuivre des membres d'une unité des SS pour l'assassinat de civils polonais en 1939 vit son affaire classée par ordre direct d'instances supérieures du parti, qui renvoyèrent le dossier à la juridiction SS, où il se termina sans aucune condamnation. Pour les juristes militaires du Heer, formés dans la tradition du droit castrense prussien, cette impunité systématique confirmait que les SS opéraient comme un État dans l'État, exempt des normes que l'armée régulière, du moins nominalement, devait bien respecter. Le Heer en vint à mobiliser tout au long de la guerre plus de 13 millions d'hommes répartis dans des centaines de divisions d'infanterie, d'artillerie et du génie qui soutenaient la quasi-totalité du front continu à l'est et à l'ouest. La Waffen-SS, en revanche, malgré sa croissance constante à partir de 1942, ne dépassa jamais, à son moment de plus grande expansion,
vers la fin de 1944, un chiffre proche de 900 000 hommes, une fraction clairement minoritaire du total des forces terrestres allemandes, si l'on inclut dans ce calcul les nombreux volontaires étrangers incorporés dans ces dernières divisions. Cette disproportion numérique rendait encore plus visible, aux yeux des officiers du Heer, le déséquilibre dans la répartition des blindés modernes, des périodes de repos et de l'attention propagandiste que les divisions des SS recevaient par rapport à leur taille réelle au sein de l'ensemble des forces armées. Une armée 13 fois plus nombreuse que sa rivale interne se voyait obligée de rivaliser pour des ressources limitées avec une organisation qui, bien qu'elle représentât une fraction réduite du total des combattants allemands, concentrait une part significative de l'attention de Hitler, du prestige public et des décisions de commandement les plus favorables. Cette arithmétique, plus que tout discours idéologique, explique pourquoi le ressentiment envers la Waffen-SS demeura si répandu parmi les officiers de l'armée régulière jusqu'aux derniers jours de la guerre. À mesure que la guerre se prolongeait, la concurrence pour les ressources humaines devint un foyer constant de tension. L'armée régulière dépendait du service militaire obligatoire administré par l'État à travers les bureaux de recrutement territoriaux, tandis que la Waffen-SS recrutait de manière directe et souvent anticipée, sélectionnant les jeunes considérés comme les meilleurs physiquement et idéologiquement avant que le système de remplacement de l'armée ne puisse les incorporer à ses propres unités. Le général Friedrich Fromm, chef de l'armée de réserve, protesta à plusieurs reprises auprès du haut commandement contre ce qu'il considérait comme une soustraction illégitime d'effectifs destinés en théorie à renforcer des divisions d'infanterie qui combattaient depuis des mois sans relève adéquate. Le déséquilibre devint encore plus visible dans la distribution de l'équipement. À partir de 1942, les divisions Panzer des SS, comme la Leibstandart, la Das Reich ou la Totenkopf, reçurent systématiquement les blindés les plus modernes, parmi lesquels les premiers lots de chars Tiger et Panther, avant qu'ils n'arrivent à des divisions équivalentes de l'armée qui accumulaient davantage de temps de combat ininterrompu. Cette priorité ne répondait pas à un mérite de combat préalablement démontré, mais à la proximité de Himmler avec Hitler et à la volonté du Führer de maintenir bien armée la force qu'il considérait comme la plus fidèle à sa personne. Les commandants de divisions d'infanterie de l'armée, qui combattèrent souvent avec un équipement obsolète, tandis que les SS défilaient avec du matériel tout juste sorti d'usine, ne dissimulaient pas leur irritation dans des rapports internes et dans une correspondance privée qui fut conservée après la guerre et que les historiens ont utilisé pour documenter l'ampleur réelle du déséquilibre entre les deux forces pendant les 3 dernières années du conflit. Les commandements parallèles et le manque permanent de coordination. Le déséquilibre entre les deux forces ne se limitait pas à l'armement reçu, mais aussi à la fréquence avec laquelle chacune quittait le front pour se reposer et se reconstituer. Les divisions Panzer des SS, malgré des pertes souvent élevées lors de leurs offensives, étaient régulièrement retirées vers des zones d'arrière en France, aux Pays-Bas ou sur le territoire allemand même pour recevoir des remplaçants frais, se rééquiper avec du matériel neuf et récupérer leur capacité opérationnelle avant d'être renvoyés de nouveau au front comme force de choc. Après la bataille de Koursk, à l'été 1943, plusieurs divisions du corps Panzer des SS furent retirées en Italie et en France pour se réorganiser, tandis que les divisions d'infanterie de l'armée qui avaient combattu dans le même secteur restaient en ligne sans relève appréciable pendant des mois. Cette différence de traitement engendra un profond ressentiment parmi les officiers d'infanterie du Heer, qui voyaient comment leurs propres unités, numériquement beaucoup plus nombreuses que celles de la Waffen-SS, mais avec un accès infiniment moindre aux périodes de repos, soutenaient l'essentiel du front oriental pendant des années, sans la possibilité de récupérer leurs effectifs au rythme dont bénéficiaient, elles, les divisions d'élite de Himmler. Des lettres d'officiers d'infanterie conservées dans des archives militaires décrivent avec amertume comment la presse et la propagande du régime présentaient la Waffen-SS comme la force de choc décisive de l'Allemagne, tandis qu'elle taisait l'usure constante et peu glorieuse des divisions régulières qui, secteur après secteur, contenaient l'avance ennemie avec une fraction des ressources et du temps de récupération que recevaient leurs compagnons d'armes mieux considérés par le régime. Au-delà de la répartition des ressources, le problème structurel le plus grave était que, sur le champ de bataille,
Un général de la Wehrmacht pouvait avoir sous son commandement opérationnel nominal une division des Waffen-SS sans pouvoir exercer sur elle une autorité disciplinaire réelle. Les officiers des SS répondaient en dernière instance devant Himmler et devant la hiérarchie parallèle du parti, non devant l'Oberkommando des Heers. Cela générait des situations dans lesquelles un ordre tactique émis par un général de corps d'armée pouvait être contesté, retardé ou directement ignoré par un commandant des SS qui, par ses propres canaux, faisait appel à une instance politique supérieure avant d'obéir. Des cas de ce type furent documentés dès les premiers mois de la campagne de Pologne en 1939, lorsque plusieurs commandements de l'armée transmirent des plaintes formelles sur la conduite indisciplinée d'unités des SS qui agissaient indépendamment des ordres de coordination générale et commettaient en outre des abus systématiques contre la population civile polonaise que l'armée, du moins sur le papier, avait pour instruction d'éviter. Le général Johannes Blaskowitz, commandant en chef dans le territoire occupé, présenta à Hitler des rapports détaillés dénonçant les atrocités commises par des unités des SS contre des civils et des prisonniers polonais. La réponse de Hitler fut de le relever de son poste peu après, un message que les hauts commandements de l'armée interprétèrent sans ambiguïté. Toute critique ouverte de la conduite des SS compromettait la carrière de celui qui la formulait, quel que fût son rang et quelle que fût la véracité documentée de ses dénonciations. La campagne de France en mai et juin 1940 offrit aux généraux de l'armée leur première occasion d'évaluer les unités de combat des SS dans une guerre de mouvement à grande échelle. Le bilan se révéla ambivalent. La Leibstandart SS Adolf Hitler et la division Totenkopf démontrèrent une agressivité notable dans l'avance, mais elles encoururent aussi des pertes disproportionnées par rapport à des unités équivalentes de l'armée, produit d'une doctrine tactique qui privilégiait l'attaque frontale sur la manœuvre enveloppante et d'officiers ayant peu d'expérience préalable dans le commandement de grandes formations blindées. À ces critiques professionnelles s'ajoutèrent des épisodes de violence contre des prisonniers de guerre que le commandement de l'armée ne put ou ne voulut empêcher à temps. À Le Paradis, des soldats de la division Totenkopf exécutèrent en mai 1940 près d'une centaine de prisonniers britanniques du Royal Norfolk Regiment après qu'ils se furent officiellement rendus. Quelques jours plus tard, à Wormhout, des hommes de la Leibstandart tuèrent un groupe similaire de prisonniers britanniques et français enfermés dans un hangar au moyen de grenades et de tirs à courte distance. Les deux épisodes parvinrent aux oreilles d'officiers de l'armée qui opéraient dans des zones adjacentes. Et bien qu'il n'y eut pas d'enquête militaire formelle à ce moment-là, ils engendrèrent parmi les commandements professionnels du Heer la conviction que la discipline de combat des SS ne correspondait pas aux standards qu'ils exigeaient eux-mêmes de leurs troupes et que toute association tactique avec ces unités comportait un risque réputationnel pour l'ensemble de l'armée allemande face aux puissances ennemies qui commençaient déjà à documenter ces crimes à des fins de propagande internationale. L'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 multiplia exponentiellement l'échelle de la violence et, avec elle, la friction entre les deux forces. Les Einsatzgruppen, escadrons des SS et de la police de sécurité chargés d'exterminer les commissaires politiques, les juifs et de prétendus éléments hostiles à l'arrière, opéraient en étroite coordination logistique avec l'armée, qui leur fournissait transport, communication et même soutien direct de troupes en de nombreuses occasions aujourd'hui documentées par des archives militaires récupérées après la guerre. Cette collaboration coexistait cependant avec un discours interne parmi les officiers du Heer qui cherchaient à différencier la guerre de combat régulier au front des massacres qui se produisaient dans leur dos, attribués exclusivement aux SS et à la police de sécurité. Cette narration, qui après la guerre serait connue comme le mythe de la Wehrmacht propre, se heurtait à des ordres émis par le propre haut commandement de l'armée, comme l'ordre des commissaires de juin 1941, qui ordonnait d'exécuter sans jugement les commissaires politiques soviétiques capturés, ou les directives de commandement qui légitimaient les représailles collectives contre la population civile dans les zones d'activité partisane. Loin d'être étranger à la violence idéologique, l'armée régulière participa directement à une bonne partie des crimes qu'elle attribuerait ensuite uniquement aux SS, y compris le traitement délibérément négligent qui provoqua la mort par faim de plus de 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques sous la garde exclusive d'unités du Heer. Cette contradiction n'empêcha pas que, sur le plan quotidien du front,
de nombreux officiers de l'armée maintinrent un mépris sincère envers les méthodes des SS, qu'ils considéraient responsables d'empoisonner les relations avec la population locale et de transformer en ennemis irréconciliables des communautés qui, dans les premières semaines de l'invasion, avaient accueilli les troupes allemandes avec un certain espoir de se libérer du régime soviétique. La capitulation de la 6e armée à Stalingrad, en février 1943, une force composée presque entièrement d'unités du Heer sans présence significative de la Waffen-SS, offrit aux deux organisations un épisode sur lequel projetaient des visions opposées de l'honneur militaire. Hitler avait promu le général Friedrich Paulus au rang de maréchal à peine un jour avant sa reddition, en partie parce qu'aucun maréchal allemand ne s'était jamais rendu vivant et qu'il espérait que cette distinction le pousserait au suicide plutôt qu'à la capitulation. Paulus, cependant, choisit de se livrer avec les restes de son armée, une décision que Hitler considéra comme une trahison personnelle et qui, dans les cercles des SS, fut ensuite citée en privé comme preuve supplémentaire que le corps des officiers traditionnels manquait de l'engagement idéologique absolu que le régime exigeait de ses soldats. Des généraux de l'armée elle-même, parmi lesquels Erich von Manstein, rejetèrent cette lecture et soutinrent que la responsabilité du désastre reposait sur le refus de Hitler d'autoriser à temps une retraite qui aurait sauvé la plus grande partie de la force, et non sur un supposé manque de volonté de combat de Paulus ou de ses troupes. Pour de nombreux officiers du Heer, Stalingrad devint ainsi l'exemple le plus clair que la même logique fanatique que la SS promouvait comme idéal de combat, la résistance jusqu'à l'anéantissement plutôt que la reddition rationnelle, était précisément celle que Hitler avait imposée à une armée régulière qui paya ce principe par la perte de plusieurs centaines de milliers d'hommes, dans un épisode qui opposa symboliquement deux conceptions irréconciliables de ce que signifiait réellement servir avec honneur l'Allemagne dans une guerre déjà manifestement perdue. La rivalité décrite jusqu'ici pourrait suggérer une division nette entre une armée professionnelle et modérée face à une SS fanatique, mais la réalité documentaire contredit cette simplification. Le maréchal Walter von Reichenau, au commandement de la 6e armée avant que ce poste ne revienne à Paulus, fut l'un des généraux les plus idéologiquement identifiés au national-socialisme dans toute la cime du Heer. En octobre 1941, Reichenau émit ce qu'on appela l'ordre de sévérité, qui incitait explicitement ses troupes à agir sans ménagement envers la population civile soviétique et à collaborer activement aux mesures d'extermination menées à l'arrière, un ordre qui circula ensuite parmi d'autres commandants d'armée comme modèle de conduite recommandé. L'existence de généraux comme Reichenau, mort d'une attaque cérébrale en janvier 1942 avant de pouvoir répondre de ses décisions devant quelque tribunal que ce soit, complique toute tentative de présenter l'antagonisme entre la Wehrmacht et les SS comme un affrontement net entre professionnels décents et fanatiques criminels. Pour plusieurs historiens, son cas démontre que la frontière réelle ne séparait pas deux institutions homogènes, mais qu'elle traversait les deux de la même manière. Il exista des officiers de l'armée aussi engagés idéologiquement que n'importe quel commandement des SS, de même qu'il exista des officiers de la Waffen-SS, comme Paul Hauser à Kharkov, capables de faire passer le critère militaire avant l'obéissance aveugle. La rivalité institutionnelle fut réelle, mais elle ne coïncida pas toujours avec une frontière morale aussi nette que les deux parties le soutiendraient après la guerre. L'essor des tensions politiques. Tous les épisodes de friction ne confirmèrent pas l'image d'une SS fanatiquement obéissante face à une armée professionnelle et prudente. En février 1943, après le désastre de Stalingrad, le corps Panzer des SS, composé des divisions Leibstandarte, Das Reich et Totenkopf et commandé par le général Paul Hauser, reçut de Hitler l'ordre exprès de tenir la ville de Kharkov à n'importe quel prix. Hauser, estimant que cet ordre condamnerait ses 3 divisions à l'encerclement et à la destruction face à l'avancée soviétique, décida de désobéir et de retirer ses troupes de la ville sans autorisation préalable, sauvant ainsi le gros de sa force blindée. Erich von Manstein, loin de censurer cette insubordination, la considéra comme décisive pour pouvoir exécuter quelques semaines plus tard la contre-offensive qui reprit Kharkov en mars 1943 et stabilisa momentanément le front sud. L'épisode se révéla gênant pour le récit simplifié que les deux camps cultiveraient après la guerre. Un général des SS
avait directement désobéi à Hitler selon son propre critère militaire, et un maréchal de camp de l'armée régulière avait soutenu cette désobéissance sans réserve. Hitler, furieux, n'alla pas jusqu'à sanctionner Hauser en raison de l'ampleur du succès ultérieur, mais l'épisode resta comme un rappel que la frontière entre discipline aveugle et pragmatisme tactique ne séparait pas de manière aussi nette les deux organisations que les deux partis le soutiendraient dans leur mémoire d'après-guerre. L'offensive de Koursk, en juillet 1943, réunit de nouveau le 2e corps Panzer des SS aux côtés de divisions blindées de l'armée dans le plus grand affrontement de chars de combat de la guerre. Des généraux du Heer comme Hermann Ott, à la tête de la 4e armée Panzer, louèrent dans des rapports officiels l'élan des divisions des SS dans le secteur sud du saillant, mais signalèrent aussi que leur insistance à continuer d'attaquer des positions soviétiques fortement fortifiées, même après que l'opération dans son ensemble eut perdu sa viabilité stratégique, multiplia les pertes de blindés sans modifier le résultat final de la bataille. L'annulation de l'offensive, ordonnée par Hitler devant le débarquement allié en Sicile, généra en outre un nouveau motif de récrimination. Des commandants de l'armée attribuèrent l'échec à une planification initiale défectueuse du haut commandement, tandis que des officiers des SS, dans une correspondance privée ultérieure, suggérèrent qu'une plus grande disposition du Heer à assumer des risques similaires à ceux de leur propre division aurait permis une avancée plus profonde avant l'ordre de repli. L'échange de reproches après Koursk, documenté dans les journaux de guerre des deux côtés, illustre un schéma qui se répéterait jusqu'à la fin du conflit. Chaque échec collectif devenait une occasion pour chaque organisation de renforcer son récit sur l'incompétence ou la témérité de l'autre. Heinz Guderian, père de la doctrine blindée allemande, laissa trace dans ses mémoires de conflits récurrents avec des commandants des SS qui, selon son récit, subordonnaient les décisions tactiques à des considérations de prestige politique plutôt qu'à un calcul militaire rationnel. Erich von Manstein entretint avec Himmler des rapports courtois mais distants, le considérant comme totalement étranger à la profession militaire, malgré son autorité croissante sur des divisions de combat. Gerd von Rundstedt alla jusqu'à qualifier en privé plusieurs commandants des SS d'amateurs dangereux, capables de compromettre des opérations entières en insistant sur des objectifs symboliques plutôt que sur des objectifs militairement rationnels. Ces généraux représentaient une caste d'officiers formés dans la tradition prussienne, héritiers d'une école qui valorisait la planification méthodique, le respect strict de la chaîne de commandement professionnel et une certaine distance vis-à-vis de la politique partisane. Pour eux, des officiers des SS comme Sepp Dietrich, ancien sergent de la Première Guerre mondiale et garde du corps personnel de Hitler avant de commander la Leibstandarte, manquaient de la formation technique nécessaire pour diriger de grandes unités blindées, bien que leur loyauté idéologique les rendit indispensables aux yeux du Führer. Cette fracture de classe et de formation, autant que la fracture idéologique, alimenta un mépris qui se verbalisait rarement en public mais qui apparaît constamment dans les journaux de guerre, la correspondance privée et les interrogatoires réalisés après le conflit par des officiers alliés chargés de documenter la structure de commandement de l'armée allemande vaincue. Hors du grand théâtre du front oriental, la coexistence conflictuelle entre les deux forces se répéta dans les territoires occupés du sud de l'Europe. En Italie, après la chute de Mussolini en septembre 1943, le maréchal de camp Albert Kesselring assuma le commandement des forces allemandes dans la péninsule et se vit contraint de coordonner des opérations avec des unités de police et des SS placées sous l'autorité de Karl Wolff, qui agissait fréquemment avec un degré d'autonomie échappant au contrôle direct du commandement militaire territorial. En mars 1944, après une attaque partisane à Rome qui causa la mort de plusieurs policiers allemands, du personnel de la SS et du service de sécurité exécuta en représailles 335 civils italiens dans les carrières ardéatines, une décision prise sans consultation préalable des commandants de l'armée présents dans la ville, qui se trouvèrent ainsi exposés devant l'opinion publique et devant de futurs tribunaux à une responsabilité partagée pour des faits sur lesquels ils n'avaient pas eu de capacité réelle de décision. Dans les Balkans, où les forces allemandes combattaient contre une résistance partisane de plus en plus nombreuse dirigée par Josip Broz Tito, des officiers du Heer chargés des opérations anti-guérilla en Yougoslavie et en Grèce
se heurtèrent à plusieurs reprises à des divisions de police des SS sur le degré de violence acceptable dans les représailles contre la population civile. Des documents militaires conservés montrent plusieurs commandants de l'armée refusant de participer directement à des exécutions massives ordonnées par la chaîne de commandement de la SS et de la police, en alléguant des raisons à la fois pratiques, le risque de radicaliser encore davantage la population locale et de juridiction, en considérant que ces décisions excédaient l'autorité que la structure des SS devait avoir sur des zones formellement sous contrôle militaire de l'armée régulière. À partir de 1942, la Waffen-SS élargit son recrutement aux volontaires de pays occupés ou alliés, donnant naissance à des divisions comme la Viking, composée de Scandinaves et de Néerlandais, la Nordland, ou plus tard la Charlemagne, formée de Français. L'état-major de l'armée observa cette expansion multinationale avec une méfiance supplémentaire à celle qui existait déjà, étant donné que ces unités présentaient fréquemment des problèmes de coordination linguistique sur le champ de bataille et des niveaux d'entraînement inégaux entre des compagnies formées à la hâte pour satisfaire l'ambition expansionniste de Himmler de présenter la SS comme un mouvement pan-européen anti-bolchevique. Des officiers du R chargés de coordonner des opérations avec ces divisions étrangères des SS signalèrent en outre des difficultés de commandement découlant de la double loyauté de nombreux volontaires, qui répondaient idéologiquement à des mouvements collaborationnistes de leur pays d'origine plutôt qu'à la structure de commandement allemande sur le terrain. Pour l'armée régulière, habituée à une chaîne de commandement homogène et à une langue unique d'opération, l'incorporation de ces formations représenta une complication logistique supplémentaire qui renforça la perception que l'expansion de la Waffen-SS répondait à des objectifs de propagande politique plutôt qu'à un critère strictement militaire d'efficacité au combat. L'existence d'unités russes collaborationnistes posa un front de dispute institutionnelle supplémentaire. La section des troupes étrangères de l'Est de l'état-major de l'armée, dirigée par le colonel Reinhard Gehlen, avait cultivé depuis 1942 des contacts avec le général soviétique capturé Andreï Vlasov, partisan de la formation d'une armée de libération russe qui combattrait aux côtés de l'Allemagne contre Staline. Le projet avança pendant des années sous le contrôle presque exclusif du Heer, qui voyait en Vlasov un outil de renseignement et de propagande précieux face à l'ennemi soviétique. Himmler, initialement opposé à l'idée d'armer d'anciens soldats soviétiques pour des motifs raciaux, changea de position vers la fin de 1944 lorsque la pénurie d'effectifs allemands devint critique et réclama alors le contrôle direct du projet à travers la SS dans un mouvement que des officiers du Heer interprétèrent comme une nouvelle tentative de s'approprier une initiative étrangère au moment où elle commençait à donner des résultats politiques. La dispute pour le contrôle de Vlasov, documentée dans la correspondance entre Gehlen et des commandants supérieurs de l'armée, illustre comment, même dans les derniers mois de la guerre, alors que le front s'effondrait dans les deux directions, la rivalité institutionnelle entre le Heer et la SS continuait de déterminer des décisions qui, en théorie, devaient répondre uniquement à l'urgence militaire du moment. La rivalité institutionnelle dans la sphère publique. La rivalité institutionnelle s'étendait aussi au terrain de la propagande. L'armée disposait de ses propres compagnies de propagande, les Propagandakompanien, chargées de produire du matériel pour les actualités hebdomadaires, Die Deutsche Wochenschau, et pour des revues illustrées comme Signal, tandis que la Waffen-SS développa son propre corps de correspondants de guerre, avec un accès privilégié aux ressources et à l'attention personnelle de Himmler qui supervisait de près l'image publique de son organisation. Le résultat fut une surreprésentation systématique des exploits des divisions des SS dans les actualités projetées dans les cinémas allemands, en comparaison avec leur poids numérique réel au sein de l'ensemble des forces qui combattaient sur le front oriental où le gros des divisions d'infanterie appartenaient à l'armée régulière. L'hebdomadaire Das Schwarze Korps, publication officielle de la SS, ne se limitait pas à glorifier les exploits de la Waffen-SS, mais remettait parfois ouvertement en question dans ses pages ce qu'il considérait comme un attachement dépassé du corps des officiers traditionnels aux valeurs aristocratiques et à un code d'honneur dépassé par la nouvelle ère nationale-socialiste, commentaire que des officiers du Heer reçurent comme une insulte directe à une institution forte de siècles d'histoire,
Pour de nombreux jeunes officiers de l'armée, qui risquaient leur vie dans des secteurs du front tout aussi décisifs, mais moins spectaculaires pour les caméras de propagande, cette disproportion médiatique ajoutait une couche supplémentaire de ressentiment à une relation déjà tendue pour des raisons de commandement, de ressources et de discipline. La croix de chevalier de la Croix de Fer et ses grades supérieurs constituaient la reconnaissance la plus visible du courage au combat au sein des forces armées allemandes, et dans ce domaine aussi la disproportion favorisa systématiquement la Waffen-SS. Bien qu'ils ne représentassent qu'une fraction réduite du total des troupes terrestres allemandes, les officiers des SS reçurent cette décoration ainsi que ses variantes les plus élevées avec feuilles de chêne et épées, dans une proportion notablement supérieure à celle des officiers du Heer ayant des mérites de combat équivalents, en partie parce que les canaux de recommandation au sein de l'organisation de Himmler favorisaient leurs propres commandants, et en partie parce que l'utilisation constante des divisions des SS comme force de choc dans des opérations de grande visibilité médiatique les exposait plus fréquemment à l'attention des comités chargés d'accorder ces distinctions. Des officiers de l'armée qui s'étaient distingués dans des actions défensives moins spectaculaires, tenant pendant des semaines des positions sans le soutien propagandistique qui accompagnait les offensives des SS, observèrent cette disparité avec un ressentiment qu'ils documentèrent dans leur correspondance personnelle comme une injustice supplémentaire au sein d'une relation déjà marquée par le favoritisme systématique. La distribution inégale des décorations s'ajoutait ainsi au déséquilibre en équipement, en période de repos et en couverture informative, complétant un tableau dans lequel pratiquement aucun aspect de la vie militaire n'échappait au sentiment répandu parmi les officiers du Heer que le régime avait décidé d'avance qui reconnaître et qui laisser au second plan. L'animosité entre les deux forces ne se limitait pas au haut commandement. Des journaux intimes et des lettres de simples soldats de l'armée, conservés dans des archives militaires et compilés après la guerre par des historiens sociaux, décrivent fréquemment des incidents de tension quotidienne dans des villages de l'arrière où cohabitaient temporairement des unités des deux corps, disputes pour le logement, pour la répartition des rations et, à plus d'une occasion, bagarres à coups de poing dans des cantines qui se terminaient par des conseils de discipline interne à chaque organisation, presque toujours résolus sans conséquences sérieuses parce qu'aucun des deux camps ne voulait céder sa juridiction sur ses propres hommes à l'autre. Les soldats du Heer désignaient souvent les membres de la Waffen-SS par des surnoms méprisants faisant allusion à leur réputation de brutalité envers les prisonniers et les civils, tandis que les soldats des SS leur rendaient leur mépris en qualifiant ceux de l'armée régulière de mous ou de peu engagés envers la cause. Cette hostilité de base, moins documentée que celle des généraux mais tout aussi persistante, explique pourquoi de nombreux vétérans du Heer interrogés des décennies après la guerre se souvenaient avec plus de ressentiment de la cohabitation forcée avec des unités des SS que des combats eux-mêmes contre l'ennemi. Une circonstance qui surprit plusieurs des historiens oraux qui recueillirent ces témoignages dans les années 70 et 80. La duplicité institutionnelle atteignait aussi le terrain de l'espionnage. L'Abwehr, le service de renseignement militaire dirigé depuis 1935 par l'amiral Wilhelm Canaris, dépendait du haut commandement des forces armées et maintenait une culture professionnelle distante de l'idéologie du parti, au point que plusieurs de ses départements servirent de refuge à des officiers critiques envers le régime. Face à lui opérait le service de sécurité des SS, le Sicherheitsdienst, dirigé d'abord par Reinhard Heydrich, puis par Walter Schellenberg, qui disputait à l'Abwehr les compétences d'espionnage extérieur, de contre-espionnage et d'opérations clandestines dans une rivalité bureaucratique qui se prolongea pendant toute la guerre. Cette concurrence fut résolue de manière abrupte en 1944, lorsque plusieurs échecs opérationnels attribués à l'Abwehr et les soupçons croissants sur la loyauté personnelle de Canaris amenèrent Hitler à dissoudre le service de renseignement militaire et à transférer ses fonctions à l'appareil de la SS sous Schellenberg. Canaris, arrêté quelques mois plus tard pour son implication dans les cercles qui avaient préparé l'attentat du 20 juillet, fut exécuté en avril 1945 dans le camp de Flossenbürg. L'absorption de l'Abwehr par la structure de Himmler représenta, sur le plan du renseignement, la même dynamique qui s'était déjà répétée sur le plan du combat et du commandement territorial,
Une institution traditionnelle de l'armée, vue par le régime comme insuffisamment fiable du point de vue idéologique, finit subsumée sous le contrôle direct de la SS dans les derniers mois d'une guerre qui était déjà perdue. Attentats croisés et coups entre les institutions. La tentative d'assassinat contre Hitler, perpétrée le 20 juillet 1944 par le colonel Klaus von Stauffenberg, officier de l'armée régulière, représenta le point d'inflexion définitif dans la relation entre la Wehrmacht et les SS. La conspiration, qui impliqua de nombreux officiers supérieurs du Heer, parmi lesquels plusieurs maréchaux de camp en réserve, confirma aux yeux de Hitler ses soupçons de longue date sur la fiabilité politique du corps des officiers traditionnels. La représaille fut immédiate et profonde. Près de 7000 personnes furent arrêtées dans les semaines suivantes et environ 200 exécutées, l'immense majorité provenant des rangs de l'armée. Himmler profita de la crise pour assumer personnellement le commandement de l'armée de réserve, poste occupé jusque-là par Friedrich Fromm, qui fut arrêté et exécuté pour sa participation initiale ambiguë à la répression du coup. À partir de ce moment-là, se généralisa dans les unités de l'armée la présence d'officiers nationaux-socialistes de direction chargés de surveiller la loyauté idéologique de la troupe, et le salut militaire traditionnel fut remplacé par le salut nazi avec le bras tendu dans toutes les branches des forces armées. Des tribunaux d'honneur formés par des généraux loyaux au régime expulsèrent déshonorablement de la Wehrmacht les officiers soupçonnés de complicité, les dépouillant de toute protection légale militaire avant de les livrer à la Gestapo. Pour les officiers qui étaient restés étrangers à la conspiration, ces mesures constituèrent une humiliation institutionnelle sans précédent. L'armée se retrouvait sous la tutelle explicite de l'organisation qu'elle avait considérée pendant des années comme une rivale parvenue. Parmi les officiers capturés à Stalingrad se trouvait le général Walter von Seydlitz-Kurzbach, qui, durant sa captivité en Union soviétique, accepta de diriger le Bund Deutscher Offizier, une association d'officiers allemands prisonniers qui, sous patronage soviétique, s'intégra au Comité national pour l'Allemagne libre et commença à émettre des appels par radio exhortant les troupes allemandes à se rendre et à se joindre à l'opposition contre Hitler. Le régime répondit en condamnant Seydlitz à mort par contumace et en le dépouillant de son grade militaire, tandis que la propagande officielle le présentait comme un traître dont le nom devait être évité dans toute communication publique. L'appareil répressif de la SS appliqua contre la famille de Seydlitz le même mécanisme de responsabilité collective qui avait déjà été utilisé contre les impliqués dans l'attentat de juillet 1944, soumettant ses parents à une surveillance et à des restrictions sans qu'il existât aucun procès judiciaire individuel contre eux. Le cas illustre que la pression punitive de la SS sur les officiers de l'armée ne se limitait pas aux épisodes de conspiration armée, mais s'étendait à toute forme de dissidence politique, y compris celle de généraux qui, depuis la défaite et la captivité, avaient choisi de tenter d'abréger une guerre qu'ils considéraient déjà perdue sans possibilité réelle de renversement. La répression postérieure au 20 juillet s'étendit au-delà des impliqués directs par l'application de la Sippenhaft, une doctrine de responsabilité collective familiale que la SS administrait avec une autonomie considérable par rapport à l'armée. Sous cette figure, les épouses, les enfants et d'autres parents des officiers impliqués dans la conspiration furent arrêtés, envoyés dans des camps spéciaux ou soumis à une surveillance permanente sans qu'il existât un procès judiciaire formel établissant leur responsabilité individuelle. Des familles de généraux au nom centenaire dans la tradition militaire prussienne, comme les Stauffenberg, les Treschow ou les Hoffacker, virent plusieurs de leurs membres, y compris des mineurs, enfermés dans des installations sous contrôle de la SS. Pour le corps des officiers du Heer, la Sippenhaft représenta la preuve la plus claire que la SS avait acquis un pouvoir punitif qui s'étendait au-delà du domaine militaire, jusqu'à atteindre la vie privée et familiale d'officiers qui n'avaient même pas été formellement accusés de participer à la conjuration. Plusieurs généraux qui restèrent loyaux au régime, parmi lesquels certains qui avaient activement collaboré à la répression initiale du coup, exprimèrent en privé leur inquiétude face à un mécanisme qui transformait la SS en arbitre définitif de l'honneur et de la loyauté de familles entières, sans possibilité réelle d'appel devant aucune instance de l'armée elle-même. Pendant la campagne de Normandie, la dispute pour le contrôle des réserves blindées opposa directement les commandants de l'armée à la structure de la SS. Erwin Rommel, à la tête du groupe d'armée B,
défendait le déploiement des divisions Panzer, y compris celles des SS placées sous son autorité nominale près de la côte afin de contre-attaquer immédiatement tout débarquement allié. Gerd von Rundstedt et le général Leo Geyer von Schweppenburg, partisans de maintenir ses réserves concentrées à l'intérieur des terres pour une contre-attaque massive, une fois identifié le point principal d'invasion, s'imposèrent partiellement grâce au soutien de Hitler, qui conserva sous son autorisation directe le déploiement de plusieurs divisions Panzer SS, parmi lesquelles la Hitlerjugend, retardant leur arrivée au front pendant les critiques premières heures du débarquement du 6 juin 1944. La 12e division Panzer SS Hitlerjugend, composée en grande partie d'adolescents recrutés dans les jeunesses hitlériennes et commandée par Kurt Meyer, devint en outre tristement célèbre par une combinaison de fanatisme combatif et de brutalité envers les prisonniers. À l'abbaye d'Ardennes et dans les environs de Caen, des soldats de cette division exécutèrent plus de 100 prisonniers de guerre canadiens entre juin et août 1944. Épisode documenté par la suite lors du procès contre Meyer tenu en 1945. Des commandants de l'armée qui combattaient dans des secteurs adjacents décrivirent avec désapprobation les tactiques de contre-attaque ordonnées par les commandants des SS qui multipliaient les pertes propres sans modifier de manière substantielle le déroulement général de la bataille. Une critique que des généraux comme Friedrich Dollmann, à la tête de la 7e armée, firent parvenir au quartier général avant de mourir d'un infarctus en plein développement de la campagne. La chute du régime. L'offensive des Ardennes, lancée en décembre 1944 sous le commandement de la 6e armée Panzer de Sepp Dietrich, reproduisit à plus grande échelle les frictions de commandement déjà connues, aggravées par un problème logistique concret. La décision d'accorder aux colonnes blindées des SS une priorité absolue de passage sur les routes étroites de la région, au détriment des unités de la 5e armée Panzer du général Hasso von Manteuffel qui avançait dans un secteur parallèle. Cette priorité généra des embouteillages de plusieurs kilomètres qui retardèrent l'avance conjointe et consommèrent des réserves de carburant déjà rares, un problème que Manteuffel documenta dans des rapports ultérieurs comme l'une des causes directes de l'échec de l'offensive dans son secteur. Le Kampfgruppe Piper, appartenant à la 1re division Panzer SS Leibstandart, exécuta en outre des dizaines de prisonniers américains près de Malmedy dans ce qui serait connu comme le massacre de Malmedy, un épisode dont la chaîne exacte de responsabilité, qu'il ait répondu à un ordre explicite de ne pas faire de prisonniers pour accélérer l'avance ou à une série de décisions individuelles prises sous la pression du combat, demeure objet de débats historiographiques, en partie parce que plusieurs des témoignages recueillis lors du procès d'après-guerre furent ensuite contestés pour avoir été obtenus sous la contrainte pendant les interrogatoires. Gerd von Rundstedt, qui détenait le commandement nominal de l'opération, critiqua après la guerre le manque de coordination de Dietrich et attribua une grande partie de l'échec de l'offensive à des décisions prises par des commandants des SS sans consulter l'état-major de l'armée. Une critique que des historiens ultérieurs ont nuancée en signalant que la pénurie de carburant et la supériorité aérienne alliée pesèrent autant, voire davantage, que n'importe quelle erreur de commandement individuel attribuable à Dietrich. En janvier 1945, avec le front oriental au bord de l'effondrement définitif, Hitler nomma Himmler commandant du groupe d'armées Vistule nouvellement créé, chargé d'arrêter l'avance soviétique vers Berlin. Bien que le chef des SS n'eût aucune expérience préalable de commandement au combat ni aucune formation militaire formelle. Heinz Guderian, alors chef de l'état-major général, s'opposa frontalement à cette décision lors de réunions qu'il décrirait lui-même plus tard comme les plus tendues de toute sa carrière, considérant que le manque de compétences techniques de Himmler condamnait les divisions sous son commandement à des erreurs tactiques évitables à un moment critique de la guerre. Les discussions entre les deux hommes se répétèrent pendant des semaines, jusqu'à ce que Hitler, lassé des objections constantes de Guderian et pressé par le cercle proche de Himmler, desstitua le général de son poste le 28 mars 1945, à peine quelques semaines avant la fin de la guerre. L'épisode résumait, sous sa forme la plus extrême, la dynamique qui avait défini toute la relation entre les deux organisations. Un officier professionnel ayant des décennies d'expérience et des mérites de combat démontrés perdait son poste face à un dirigeant politique sans formation militaire, simplement parce que ce dernier jouissait de la confiance idéologique de Hitler.
Guderian survécut à la guerre et relata l'épisode dans ses mémoires comme preuve finale que le régime nazi avait systématiquement subordonné la compétence professionnelle à la loyauté partisane, même lorsque cette décision compromettait la capacité de défense du territoire allemand lui-même. L'antagonisme entre Hitler et les généraux de l'armée contrastait avec la loyauté presque inconditionnelle qu'il accorda pendant des années au SS, mais même cette relation eut un point de rupture. En mars 1945, la 6e armée Panzer de Sepp Dietrich, formée par certaines des divisions les plus vétéranes de la Waffen-SS, lança l'opération Réveil de printemps près du lac Balaton, en Hongrie, avec pour objectif de protéger les derniers gisements pétroliers disponibles pour l'Allemagne. L'offensive échoua en quelques jours face à la résistance soviétique, sur un terrain boueux qui entrava l'avancée des blindés allemands. Hitler, furieux de l'échec d'unités auxquelles il avait fait confiance pendant toute la guerre, ordonna comme punition que les divisions de la Leibstandart, de la Das Reich, de la Hitlerjugend et de la Totenkopf remettent leurs brassards de manche portant le nom de l'unité, un symbole d'honneur identitaire pour tout soldat des SS, dans ce qui constitua une humiliation publique sans précédent pour des troupes qui se considéraient comme l'élite inconditionnelle du régime. Sepp Dietrich, indigné, refusa de transmettre l'ordre à ses hommes et, selon des récits ultérieurs d'officiers présents, alla jusqu'à qualifier en privé la décision de Hitler d'affront injuste envers des soldats qui avaient combattu jusqu'à l'épuisement physique avec un faible soutien logistique. L'épisode démontra que même la Waffen-SS, la force que Hitler avait systématiquement favorisée face à l'armée régulière pendant toute la guerre, n'échappa finalement pas à sa méfiance croissante à mesure que l'effondrement militaire devenait évident. La guerre terminée, une grande partie du sommet militaire allemand qui survécut au procès de Nuremberg construisit, à travers mémoires, interviews et collaborations avec des historiens occidentaux pendant la guerre froide, une narration selon laquelle l'armée régulière avait combattu avec honneur professionnel tandis que les SS, la Gestapo et les escadrons d'extermination portaient exclusivement la responsabilité des crimes du régime. Cette version, connue comme le mythe de la Wehrmacht propre, se révéla utile aussi bien pour les généraux allemands eux-mêmes que pour les puissances occidentales, intéressées à incorporer des officiers expérimentés aux nouvelles structures militaires de la guerre froide sans le stigmate de la criminalité nazie. Le tribunal militaire international de Nuremberg renforça involontairement cette narration en déclarant les SS organisations criminelles dans son ensemble, tandis que l'état-major général et le haut commandement des forces armées ne reçurent pas cette même qualification, une distinction juridique que les générations ultérieures d'historiens ont signalée comme un point faible des procès d'après-guerre, conditionné en partie par l'intérêt des alliés occidentaux à maintenir opérationnelle une structure militaire allemande face à la guerre froide naissante. La narration commença à se fissurer systématiquement à partir des années 60, avec des recherches comme celle de Christian Streit sur le traitement délibérément létal des prisonniers de guerre soviétiques sous la garde de l'armée elle-même. Le coup définitif arriva en 1995, avec l'exposition itinérante sur les crimes de la Wehrmacht entre 1941 et 1944, qui documenta par des photographies et des ordres militaires la participation directe d'unités régulières à des fusillades massives, à l'incendie de villages entiers et à la coordination logistique avec les Einsatzgruppen. La guerre pour la mémoire, les sales et les propres. La distinction juridique que le tribunal militaire international établit entre les SS et le haut commandement des forces armées ne signifia pas une impunité absolue pour les généraux de l'armée. Entre 1947 et 1948, un tribunal américain tenu à Nuremberg, connu sous le nom de procès du haut commandement, jugea 14 généraux et maréchaux de camp du Heer pour des crimes de guerre commis pendant la campagne de l'Est, parmi lesquels l'application de l'ordre des commissaires et la collaboration avec les Einsatzgruppen dans des opérations d'extermination. 13 des 14 accusés furent déclarés coupables, avec des condamnations qui, dans certains cas, allèrent jusqu'à la réclusion à perpétuité, bien que la plupart des peines aient été substantiellement réduites dans les années suivantes par des décisions de clémence adoptées en plein contexte de la guerre froide. Le résultat du procès introduisit une contradiction que des historiens du droit international signalent encore aujourd'hui. Tandis que la sentence condamnait à titre individuel une partie significative du sommet militaire de l'armée pour des crimes comparables à ceux attribués aux SS,
le tribunal refusa explicitement de déclarer criminelle l'organisation de l'état-major général et du haut commandement en tant que tel, une distinction qui permit à la majorité des officiers du Heer non directement impliqués dans le procès de revendiquer ensuite, avec un certain appui juridique formel, l'idée que leur institution dans son ensemble n'avait pas été condamnée de la même manière que les SS. Cette différence entre responsabilité individuelle démontrée et absence de condamnation institutionnelle se révéla décisive pour que le mythe de la Wehrmacht propre survive pendant des décennies, malgré les preuves documentaires que le procès lui-même avait mises sur la table. La rivalité institutionnelle ne prit pas fin avec la guerre. En 1951, des vétérans de la Waffen-SS fondèrent une association d'aide mutuelle connue par ses sigles, HIAG, avec l'objectif déclaré d'obtenir pour ses membres des droits de pension équivalents à ceux des vétérans de la Wehrmacht. Bien que le tribunal militaire international de Nuremberg eût déclaré les SS dans leur ensemble comme une organisation criminelle, l'association soutint pendant plus d'une décennie que le simple soldat de la Waffen-SS, incorporé très souvent de manière forcée vers la fin de la guerre, était un combattant égal à tout autre et ne devait pas porter la responsabilité collective des crimes commis par le sommet de l'organisation. Un argument que des historiens postérieurs ont nuancé en rappelant l'origine volontaire et idéologiquement sélectionnée de la majorité de ces divisions les plus anciennes. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne finit par accorder en 1965 l'égalisation des pensions réclamées par HIAG, une décision qui généra un rejet notable parmi les associations de vétérans de l'armée elle-même qui ne souhaitaient pas se voir publiquement associées à une organisation encore désignée pour des crimes de guerre documentés dans les tribunaux d'après-guerre. Ce désaccord tardif entre anciens compagnons d'armes démontre que la fracture entre les deux forces survécut bien au-delà du champ de bataille, se transférant au terrain de la mémoire publique, des compensations économiques et de la réhabilitation légale, un domaine dans lequel la dispute pour établir qui méritait d'être rappelé comme soldat professionnel et qui, comme exécuteur d'un régime criminel, continua pendant des décennies, après que les deux forces eurent cessé d'exister comme telles. L'une des discussions historiographiques les plus persistantes sur cette relation conflictuelle est de savoir jusqu'à quel point les simples soldats de l'armée, complètement étrangers à la structure des SS, connaissaient l'ampleur de l'extermination qui se déroulait à peu de distance de leur propre position. Des lettres envoyées depuis le front et conservées dans des archives militaires mentionnent parfois, avec un langage délibérément vague, des fusillades massives de populations juives observées au passage, tandis que des photographies privées confisquées après la guerre à des soldats du Heer montrent certains d'entre eux présents comme spectateurs ou même comme photographes occasionnels, d'exécutions menées par des unités des SS et de la police de sécurité dans des villages de l'Est. Des historiens comme Omer Bartov ont soutenu que cette connaissance, bien que fragmentaire et jamais reconnue officiellement par le commandement de l'armée, était beaucoup plus répandue parmi la troupe que ne l'admit le récit d'après-guerre, tandis que d'autres chercheurs défendent que l'information disponible permet seulement d'affirmer avec certitude qu'une minorité de soldats eut un contact direct avec ces scènes, sans qu'il existe une base documentaire suffisante pour extrapoler cette connaissance à la totalité de l'armée déployée sur le front oriental. La discussion reste ouverte précisément parce que la nature même des preuves, des lettres qui survécurent à la censure militaire par hasard, des photographies que certains soldats conservèrent comme souvenirs personnels au lieu de les détruire, ne permet pas d'établir avec une précision statistique quelle proportion exacte des millions d'hommes qui portèrent l'uniforme du Heer parvint à voir, photographier ou simplement entendre de première main ce qui se passait au-delà de la ligne de combat, la répartition des responsabilités. Certains des épisodes les plus sanglants historiquement attribués aux SS présentent, lorsqu'on examine la documentation disponible, des zones de responsabilité partagées ou directement confuses. Le massacre de Babi Yar en septembre 1941, dans lequel moururent plus de 30 000 Juifs de Kiev, fut exécuté par un Sonderkommando des SS, mais bénéficia de l'encerclement de la zone et du soutien logistique d'unités de l'armée dont l'implication exacte demeure objet de recherche en raison de la destruction partielle des archives militaires à la fin de la guerre. À Oradour-sur-Glane, en juin 1944,
La division Das Reich massacra plus de 600 civils français, et bien que la responsabilité directe de cette unité des SS soit fermement établie, des doutes documentaires persistent quant à savoir si l'ordre original cherchait des représailles ponctuelles pour l'activité de la résistance dans la zone ou répondait à un plan de terreur plus large décidé plus tôt, étant donné qu'une partie de la correspondance interne de la division relative à ces jours n'a jamais été retrouvée. À cette liste s'ajoutent des dizaines de fusillades sur le front oriental dont l'auteur fut attribué génériquement à des unités de sécurité dans les rapports de l'époque, une catégorie administrative qui pouvait désigner indistinctement des détachements des SS, de la police ou de l'armée elle-même, ce qui rend aujourd'hui difficile d'établir avec précision quelle proportion de ces massacres correspondit à chaque organisation. Les historiens s'accordent à dire que cette ambiguïté documentaire ne fut pas fortuite. Tant le haut commandement de l'armée que la direction des SS avaient intérêt à diluer la traçabilité des ordres les plus compromettants, de sorte que la question de savoir qui décida exactement chaque massacre concret demeure, dans de nombreux cas, sans réponse documentaire définitive. La difficulté à établir les responsabilités individuelles s'aggrave lorsqu'on tente de quantifier à l'échelle globale la proportion de crimes de guerre commis par chaque organisation. Les archives militaires allemandes subirent des destructions massives et délibérées dans les dernières semaines de la guerre, sur ordre exprès de commandants des deux forces qui cherchaient à effacer les preuves face à l'avance alliée. À cette perte documentaire s'ajoute le fait que de nombreuses opérations conjointes, en particulier sur le front oriental, mêlaient sur le terrain des unités du R, de la Waffen-SS, de la police, et de formations collaborationnistes locales sous des commandements temporaires partagés, ce qui empêche en pratique de reconstruire avec précision quels soldats, sous quel uniforme et sous quel ordre concret, exécutèrent chaque action spécifique. Des historiens qui ont travaillé avec les archives disponibles, comme Omer Bartov dans ses études sur la radicalisation du IR sur le front oriental, s'accordent à dire que tout chiffre exact sur la répartition de responsabilités entre les deux organisations doit être pris comme une approximation statistique et non comme une donnée close, étant donné que la propre documentation militaire de l'époque fut rédigée, dans de nombreux cas, avec l'intention explicite de diluer la véritable paternité des décisions les plus compromettantes. Cette incertitude structurelle, plus qu'une simple lacune archivistique, constitue l'un des aspects de cette histoire qui ne sera probablement jamais résolu avec la précision que les historiens eux-mêmes souhaiteraient. À partir d'octobre 1944, la création du Volkssturm, une milice populaire formée d'hommes âgés de 16 à 60 ans qui n'étaient plus incorporés aux forces régulières, ajouta un nouveau scénario de friction institutionnelle dans les derniers mois de la guerre. L'organisation du Volkssturm resta formellement sous le contrôle du parti nazi et, dans la pratique, de fonctionnaires et de cadres des SS chargés de l'instruction idéologique et de l'entraînement militaire de base de ces contingents improvisés. Tandis que le commandement tactique sur le terrain, lorsque ces unités étaient intégrées à des opérations de défense, revenait nominalement à des officiers de l'armée qui manquaient fréquemment d'autorité réelle pour exiger la discipline d'hommes entraînés et supervisés par une chaîne de commandement différente de la leur. Des officiers du ER, chargés de coordonner la défense de villes allemandes dans les premiers mois de 1945, décrivirent dans des rapports la difficulté d'intégrer des bataillons du Volkssturm, dont l'entraînement idéologique supervisé par des commandants locaux du parti et des SS ne correspondait à aucune préparation tactique réelle, ce qui provoquait des pertes inutiles et un effondrement rapide du moral dès que ces unités affrontaient des troupes soviétiques ou alliées ayant une expérience du combat. La superposition finale entre l'armée, le parti et la structure des SS dans l'organisation de cette milice de dernier recours résumait, dans les derniers mois du conflit, la même fragmentation du commandement qui avait accompagné les forces armées allemandes depuis bien avant le début de la guerre, désormais transférées à la défense désespérée du propre territoire national. Dans les dernières semaines de la guerre, la méfiance entre les deux forces armées atteignit son expression la plus directe et violente. Des unités des SS reçurent l'ordre d'agir comme police militaire de l'arrière, avec autorité pour exécuter sans jugement préalable des soldats de la Wehrmacht accusés d'abandonner leur position sans autorisation expresse. Le général Helmut Weidling, commandant de la défense de Berlin dans les derniers jours d'avril 1945,
décrivit dans son rapport postérieur à la capture soviétique comment plusieurs de ses propres hommes furent arrêtés et exécutés par des patrouilles des SS alors qu'ils tentaient de se replier de positions déjà intenables, sans que lui, comme commandant nominal de la place, pût intervenir de manière effective pour l'empêcher. Hitler lui-même, dans son bunker sous la chancellerie, exprima dans ses derniers jours une méfiance explicite envers les généraux de l'armée qu'il accusait de la détérioration militaire, tandis qu'il réservait sa confiance finale presque exclusivement aux officiers des SS et à des unités comme la Leibstandarte chargées de la sécurité immédiate du bunker lui-même. À Berlin, pendant la bataille finale d'avril et mai 1945, se produisirent des affrontements ponctuels entre des soldats de la Wehrmacht qui tentaient de se rendre face à l'avance soviétique et des détachements des SS décidés à prolonger la résistance jusqu'au dernier moment dans ce qui constitua l'expression la plus extrême d'une fracture institutionnelle qui avait accompagné l'armée allemande depuis bien avant le début de la guerre que les deux forces finirent par perdre ensemble. Le destin judiciaire de Sepp Dietrich après la défaite allemande referma, sans que personne ne l'eût planifié ainsi, le cercle narratif ouvert durant l'été 1934. Dietrich, qui comme commandant de la Leibstandarte avait participé personnellement à l'exécution de plusieurs commandants de la SA pendant la nuit des longs couteaux, fut jugé en 1946 par un tribunal militaire américain à Dachau pour sa responsabilité de commandement dans le massacre de Malmedy, recevant une condamnation à la réclusion à perpétuité que les autorités d'occupation commuèrent progressivement jusqu'à sa libération conditionnelle en 1955. À peine 2 ans plus tard, en 1957, un tribunal de Munich, dans la République fédérale d'Allemagne déjà existante, le déclara coupable d'homicide pour sa participation directe aux exécutions de 1934, lui imposant une peine de 19 mois de prison. L'homme qui avait aidé à placer les SS au-dessus de tout contrôle de l'armée régulière, en éliminant physiquement la SA rivale dans une opération bénie par le propre sommet militaire de l'époque, finissait par répondre devant la justice d'un État allemand démocratique de ce même épisode fondateur, plus de 2 décennies après qu'il eut jeté les bases d'une rivalité qui avait accompagné les deux forces armées pendant toute la guerre qui les mena, finalement, à la défaite partagée. L'antagonisme entre la Wehrmacht et les SS de Hitler ne répondit pas à une seule cause, mais à la superposition de plusieurs conflits parallèles qui se renforcèrent mutuellement pendant 6 années de guerre. Il y eut une origine structurelle dans la conception délibérée par Hitler de 2 forces armées qui se surveillassent entre elles afin d'empêcher toute menace contre le pouvoir personnel du Führer. Il y eut une composante de classe et de formation professionnelle dans le choc entre une aristocratie militaire séculaire et une organisation qui s'éleva en quelques années depuis la marginalité jusqu'au contrôle de corps d'armée blindés complets. Il y eut une dispute matérielle constante pour les hommes, les armes et les priorités logistiques, qui plaça des unités équivalentes dans des positions inégales de combat pendant toute la guerre, et un système judiciaire dual qui protégeait les SS de la reddition de comptes qui atteignait, au moins partiellement, les soldats de l'armée régulière. Il y eut aussi des épisodes, comme celui de Kharkov, qui contredirent le récit simplifié d'une SS aveuglément obéissante et d'une armée toujours prudente, et d'autres, comme celui du lac Balaton, qui montrèrent que même la loyauté inconditionnelle de la Waffen-SS ne suffit pas à la protéger de la méfiance finale de Hitler. Et il y eut, enfin, une dispute pour la mémoire historique, dans laquelle les deux parties, avant et après 1945, déformèrent à leur propre bénéfice l'ampleur réelle de leur implication dans les crimes du régime qu'elles servirent. Cette combinaison de facteurs transforma 2 forces qui, en théorie, défendaient le même drapeau en rivales dissimulés pendant toute la durée du conflit, une rivalité dont la portée exacte, en termes de responsabilité criminelle partagée et de décisions prises dans le feu du combat, les historiens continuent de reconstruire document par document, archive par archive, près d'un siècle après le début de la guerre qui les obligea à combattre, sans tout à fait le choisir, l'une aux côtés de l'autre.